Le journal Patrick Cohen. À la une ce matin, la guerre commerciale est déclarée, signée Donald Trump. Les surtaxes américaines de 10 et 25% sur l'aluminium et l'acier entrent en vigueur dès aujourd'hui. L'Europe promet des représailles, mais aussi le Mexique et le Canada. À Nice, le bijoutier meurtrier condamné à 5 ans avec sursis, même si la légitime défense n'a pas été retenue. Pas d'examen en chocolat, avait promis Emmanuel Macron. Est-ce si sûr ? Environ 50 000 étudiants n'ont pas pu passer leur partiel sur table dans des salles d'examen et certains, vous le verrez, ont passé des tests de connaissances à la maison, sans contrôle, avec Internet à portée de main. Ce sera l'enquête du 8h avec Virginie Salmen. Au générique de l'actualité ce matin, Giuseppe Conte, il va prêter serment cet après-midi à Rome, à la tête du premier gouvernement anti-système de l'Italie. Le président a donné son feu vert. Mariano Rajoy, sur le point d'être renversé en Espagne après 6 ans de pouvoir. Zinedine Zidane, qui reprend sa liberté et trace sa route vers l'équipe de France. Et puis Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, qui soulève un tollé avec le déremboursement des médicaments anti-Alzheimer et qui tente d'arracher un accord sur le remboursement des soins dentaires, le fameux reste à charge zéro promis par Emmanuel Macron. Agnès Buzyn, invitée d'Europe Matin à 8h15. C'est donc le premier acte d'une guerre commerciale aux conséquences encore incalculables. Un engrenage qui pourrait faire dérailler l'économie mondiale. Un engrenage en acier. Mais la main de fer de Donald Trump, qui impose des sanctions commerciales tous azimuts à ses alliés, peut être regardée comme un signe de faiblesse, voire un aveu d'échec. Axel de Tarlé, il faut rappeler que la première intention de Trump, c'était pas de déclencher des hostilités, c'était de trouver des accords commerciaux. Eh bien oui, parce que vous savez que Donald Trump se targue d'être un excellent dealmaker, un faiseur de deal, et il espérait, en menaçant les Européens, que nous accepterions de faire des concessions, de limiter nos exportations. Sauf que sur la méthode, Emmanuel Macron l'a toujours dit, pas question de négocier le pistolet sur la tempe. Et puis sur le fond, l'Europe s'estime dans son bon droit, en respectant toutes les règles du commerce international, donc aucune raison de céder à Donald Trump. Du coup, faute d'accord, faute de deal, eh bien Donald Trump déclare la guerre commerciale donc à ses plus proches alliés, Europe, Canada, Mexique, ce qui suscite l'incompréhension, y compris dans son propre camp des Républicains. Paul Ryan, le président de la Chambre des représentants, donc un républicain, ne comprend pas que l'Amérique s'en prenne ainsi à ses plus proches alliés, alors que, dit-il, nous devrions au contraire travailler avec les Européens pour mettre un terme aux pratiques déloyales de la Chine. En Europe également, c'est la consternation et surtout on redoute maintenant l'escalade puisque vous le savez, l'Union européenne a déjà prévu de riposter avec une liste de 300 produits américains prêts à être surtaxés. Bref, la boîte à baffes est ouverte. Axel de Tarlé, le plus proche géographiquement, vous l'avez cité, le voisin Justin Trudeau n'est pas le moins furieux. Le Premier ministre canadien dénonce un affront inacceptable à l'amitié entre son pays et les États-Unis. Emmanuel Macron, qui a donc échoué une fois de plus à faire fléchir le président américain, parle d'une erreur et d'une décision illégale. Il l'a dit à Donald Trump lors d'un entretien au téléphone après avoir déclaré devant les caméras « Le nationalisme économique, c'est la guerre ». Alors, quelles conséquences concrètes pour l'économie tricolore, pour les produits français ? Écoutez l'économiste Philippe de Sertine, directeur de l'Institut des hautes finances. Nous exportons de l'ordre de un peu plus de 450 millions de dollars en ce qui concerne l'acier et un peu moins de 230 millions de dollars en ce qui concerne l'aluminium. Juste pour avoir un ordre d'idée, un paquebot qui sort de Saint-Nazaire, mais ça coûte 1,2 milliard. Donc, en ce qui concerne la France, évidemment, cette question de l'acier et de l'aluminium n'est pas absolument vitale. En revanche, le fait que la guerre commerciale commence, ça c'est vraiment quelque chose qui peut être très grave pour l'économie française. Les États-Unis sont notre 3e client du point de vue de tout ce que nous vendons. Nous avons beaucoup à perdre et évidemment, Donald Trump le sait, beaucoup d'activités françaises peuvent se retrouver en situation difficile. Ça peut faire ralentir la croissance, c'est très dangereux en ce qui concerne les finances publiques françaises et donc par conséquent, évidemment, le poids qui peut peser sur les impôts en France. Philippe de Sertine avec Mélanie Ness. Un gouvernement anti-système au cœur de l'Europe, cette fois c'est fait. Le président italien Mattarella a validé la nouvelle liste gouvernementale composée par la Ligue et le mouvement 5 étoiles. Le chef de la Ligue, Matteo Salvini, va devenir ministre de l'Intérieur. Le patron des 5 étoiles, Luigi Di Maio, s'occupera du développement économique et du travail. Quant à l'économiste Paolo Savona, dont la nomination au ministère de l'économie avait fait horreur au président, qu'il avait retoqué, eh bien ce Savona, très hostile à l'euro et à la politique allemande, est bombardé aux affaires européennes. Gouvernement toujours dirigé par ce professeur de droit quasi inconnu, Giuseppe Conte, qui veut avant tout rassurer les Italiens.
Nous arrivons avec un grand enthousiasme, une grande détermination. Nous voulons travailler dans l'intérêt du pays. Et nous ferons notre maximum. Le pays a besoin de confiance. Et je veux faire en sorte que chaque Italien soit fier et orgueilleux de vivre dans ce pays. Le gouvernement de Giuseppe Conte doit prêter serment cet après-midi à 16h à Rome. Dernière nouvelle de l'étranger en Espagne, la chute de Rajoy est annoncée. Mariano Rajoy, au pouvoir depuis décembre 2011, devrait être renversé aujourd'hui par une motion de censure et remplacé par le chef du Parti socialiste, Pedro Sanchez. Europe 1, 8h05. Le bijoutier niçois, meurtrier d'un jeune braqueur en 2013, n'ira pas en prison. Stéphane Turc a été condamné par la cour d'assises des Alpes-Maritimes à 5 ans avec sursis, non pas pour homicide, mais pour violence volontaire avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner. À noter que la légitime défense n'a pas été retenue. Le malfaiteur était en fuite et c'est là l'essentiel pour l'un des avocats de la partie civile, maître Philippe Soucy. Ce que je retiens et ce que la France entière doit retenir, c'est qu'on a fait de ce dossier depuis 5 ans le symbole de la légitime défense. Là où depuis 5 ans, nous étions très inaudibles sur ce point, nous disions que c'était le contre-exemple absolu de la légitime défense. La Cour d'assises des Alpes-Maritimes a rendu une décision, mais en même temps envoyé un message très fort. Il n'y a pas de légitime défense dans ce dossier. Dans une société civilisée, il n'y a pas de place pour la vengeance privée, l'autodéfense ou la légitime défense des biens. Le jury a eu un doute sur l'intention homicide. Ça ne change pas le sujet. Je n'ai pas oublié, au moment où je vous parle, le climat effrayant qui a entouré cette affaire. Je n'ai pas oublié la folie des réseaux sociaux. Je n'ai rien oublié de tout ça. Ça a été très difficile. Et ce verdict était très attendu. Propos recueillis par Frédéric Michel. Un peu moins d'orage, Laurent Cabrol vous le disait, un temps un peu plus calme après les déchaînements du ciel de ces derniers jours et les dégâts importants sur les cultures, pas seulement sur la vigne du Bordelais, les fruits et les légumes aussi ont souffert en France, comme la cerise du Luberon. Reportage dans le Vaucluse, Stéphane Frangy. Au volant de son utilitaire, Claude Ravoire fait le tour de ses vergers pour constater les dégâts. Tac, tac, regardez, ça c'est un impact de grêle. Vous voyez presque le noyau, les plaies sont profondes. Ça a été creusé, c'est une nécrose, hein. Ça c'est mort, ça c'est mort, ça là, elle est cuite. Donc ça c'est inramassable, c'est impropre au commerce. Et comme un sentiment d'impuissance. Aujourd'hui, mes journées, c'est de regarder s'il va pleuvoir, s'il va pas pleuvoir. On tourne en rond, voilà. Comme un lion dans une cage, pareil. Claude gère cette exploitation familiale depuis 40 ans et ses épisodes successifs de pluie et de grêle, pour lui, c'est du jamais vu. C'est la première année qu'on voit des temps comme ça. Si c'est mon papa et ça. Vu les cheveux blancs que j'ai, ouais, que c'est pas d'hier et c'est trop compliqué là. 90% de pertes le concernant et il n'est pas le seul à la coopérative du village. Les récoltes sont plus faibles cette année. On avait estimé la récolte à 1150 tonnes et on a 800 tonnes de perdus. Claude Ravoire qui emploie 7 saisonniers pour la récolte et si le printemps ne reprend pas pleinement ses droits d'ici une semaine, il devra les renvoyer chez eux et tirer un trait définitif sur cette saison. L'économie, c'est encore l'inflation en France au plus haut depuis 6 ans, plus 2% en rythme annuel au mois de mai. Le cours du pétrole pèse pour beaucoup dans cette hausse. Et puis alors que la loi logement est en discussion à l'Assemblée nationale, les prix de l'immobilier continuent de flamber en France. On atteint de nouveaux records, Daniel Fortin. Oui, 9 043 €, c'est le prix moyen du mètre carré à Paris fin mai pour le deuxième mois consécutif. La barre des 9 000 € est donc franchie dans la capitale et ça continue de grimper, notamment pour les studios et les 2 pièces qui s'arrachent. Leurs prix ont augmenté de 0,7% le mois dernier. C'est bien le signe que nous sommes à nouveau en présence d'un marché qui flambe, car le constat est le même dans pratiquement toutes les grandes villes de France. Selon meilleursagents.com, qui nous fournit ces chiffres, la hausse la plus spectaculaire concerne Lyon, où les prix se sont envolés de près de 10% sur un an. Rennes gagne 6% et d'une façon générale, toutes les métropoles sont sur la même tendance. Mais jusqu'où les prix peuvent-ils grimper ? Alors on sent bien que les professionnels hésitent à montrer leur optimisme. Ils se souviennent que l'an dernier, beaucoup d'experts avaient pronostiqué un ralentissement. Or, c'était exactement le contraire qui se produit. Il faut dire que les taux d'emprunt affichés par les banques sont très bas et on peut négocier si on a un bon dossier. On a vu certains crédits sur 15 ans se monter avec un taux de 1% seulement. Et pour l'instant, malgré les crises qui secouent la zone euro, comme en Italie par exemple, la plupart des banquiers pensent que les taux de crédit immobilier vont encore baisser en juin. Daniel Fortin des Échos, merci. La période des examens se termine. Après des semaines de blocage dans les universités, de partiels annulés, comment les étudiants vont-ils valider leur année ? Est-on sûr qu'il n'y ait pas eu d'examen en chocolat, selon l'expression d'Emmanuel Macron ? C'est l'enquête de 8h. Bonjour.
Virginie Salmen. Bonjour Patrick. D'abord, est-ce qu'on sait combien d'étudiants n'ont pas pu passer leur partiel sur table, comme prévu? Alors c'est de l'ordre de 50 000 étudiants sur 1 600 000 inscrits à la fac. 50 000. 50 000, absolument. Ce sont les étudiants des universités où les blocages ont été les plus durs, Nantes et Rennes 2, Montpellier 3 ou encore à Paris, Tolbiac, mais surtout Nanterre, sans doute la fac la plus touchée. Son président d'ailleurs reconnaît que 80% des étudiants n'ont pas pu composer en amphi. On a donc remplacé ces examens par des épreuves sur Internet, première hypothèse. La deuxième, la prise en compte de leurs notes de l'année en contrôle continu. Et puis la troisième, les notes obtenues lors des partiels blancs ou encore un mix des trois. Mais est-ce qu'une épreuve par Internet a la même valeur qu'un partiel sur table? On pense forcément qu'il est plus facile de tricher. Alors, les présidents d'université assurent que les examens en ligne sont pensés pour éviter la triche, justement. Ce sont des dissertations plutôt que de simples tests de connaissances. Mais ça n'est pas toujours le cas. La preuve, j'ai rencontré une étudiante de Nanterre qui a passé un QCM avec, à sa gauche, sa mère, à sa droite, son père, chacun devant un ordinateur. Il fallait répondre à 25 questions en 30 minutes et c'est son père, Georges, qui raconte. On était, sa mère et moi, chacun sur un ordinateur. Donc pour le premier contrôle, c'était facile parce qu'on avait du temps de faire des recherches sur Internet. Pour le deuxième, il fallait répondre plus vite. Donc là, on a tous fouillé dans nos connaissances personnelles en philosophie, en histoire, et c'était même assez drôle, quoi. C'était un peu un jeu. Et toute la famille a participé. Et dans ces conditions d'examen, Luna n'éprouve pas de culpabilité. Écoutez. C'est beaucoup trop tentant, en fait. Dans les personnes que je connais de la fac, on est 90% à avoir fait la même chose. Alors certes, ce QCM ne comptait pas pour beaucoup dans sa note finale, mais comme Luna, de nombreux étudiants que nous avons rencontrés estiment que leur diplôme ne vaut pas grand-chose cette année, que ce soit à Nanterre ou à Tolbiac, et qu'ils auront du mal à être acceptés l'an prochain dans d'autres universités s'ils postulent sur dossier. Alors j'ai interrogé le président de l'université de Nanterre, Jean-François Ballaudet. Pour lui, pas de débat, les examens en ligne ont la même valeur que les épreuves sur table, chiffre à l'appui. Je me fonde sur des statistiques. Il n'y a pas un nombre massif d'étudiants qui se trouvent assistés, de sorte qu'on verrait une distribution de notes profondément modifiée avec une élévation vertigineuse du nombre de très bonnes notes. C'est pas le cas. Voilà, ce n'est pas massif. Et si beaucoup d'étudiants se sentent lésés, le ministère, comme d'autres présidents d'université, rappelle que les partiels par Internet, c'est une pratique courante. Ça existe déjà depuis plusieurs années. L'enquête de 8h signée Virginie Salmen. Merci beaucoup Virginie. Europe 1, il est 8h12. Les sports, Zidane s'échappe à nouveau à la surprise générale et en pleine gloire, il choisit de quitter le Real Madrid pour un avenir incertain, du moins dans l'immédiat, parce que Didier Deschamps le voit sans mal comme pouvant être son successeur à la tête de l'équipe de France. C'est pas moi qui tiens les clés, c'est mon président. Pour le moment, il a envie de profiter du repos et de sa famille et de ses proches. Il sera un moment sélectionneur. Quand je peux pas le dire, mais ça me semble logique. Ça arrivera quand ça arrivera. Il sera forcément sélectionneur un jour ou l'autre. À Madrid, on regrette forcément le départ de Zidane et on lui trouve des fans jusque dans les allées de Roland-Garros. Christophe Lamar a interrogé celui qui n'a pas de mot assez fort pour encenser Zidane, le numéro 1 mondial du tennis, Rafael Nadal. Zidane est une personne fantastique. C'est un grand entraîneur. Il a une énorme réussite avec notre équipe. C'est une personne très agréable, normale, humble, qui à mon sens représente les valeurs, les bonnes valeurs. Il est l'exemple parfait de ce qu'une personne qui remporte beaucoup de succès doit faire au jour le jour pour continuer à montrer une vie normale, une humilité. Il ne dit jamais de mal sur les joueurs, sur le club, sur qui que ce soit. Il mérite donc de choisir ce qui est le mieux pour lui. Et de mon côté, tout ce que je peux faire, c'est le remercier de tout ce qu'il a fait pour Madrid. J'espère qu'il reviendra. En tant que sportif et en tant que personne, je ne peux que le remercier pour le merveilleux exemple qu'il donne aux autres. Nadal, qualifié hier pour le 3e tour et qui affronte Gasquet. Demain, journal de Roland-Garros à suivre à 8h35 avec Corinne Boulou. Et dans un instant, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, notre invitée. Europe 1.